Il était une fois le progrès. Telle était la thématique principale développée par la 6e édition du festival L'Histoire à venir qui s'est tenu à Toulouse et dans les environs du 24 au 28 mai 2023. Ce festival est organisé annuellement par la librairie Ombre Blanche, les éditions Anacarsis, l'université Toulouse Jean Jaurès et le théâtre Garonne. Ainsi, le 25 mai 2023, l'écrivain et historien François Jarige, spécialiste de l'histoire sociale des techniques, de l'industrialisation et de l'environnement, était l'invité de la librairie Ombre Blanche pour une rencontre autour de son dernier livre, On arrête parfois le progrès, Histoire et décroissance, livre qui est un recueil d'articles écrits par l'historien dans la revue Décroissance. Cette rencontre était animée par Suzanne Munch de la librairie Ombre Blanche. Bonne écoute! Bonjour à tous. Nous allons parler maintenant d'un livre écrit par François Jarige. François Jarige, qui est donc maître de conférence à l'université de Bourgogne et qui a publié déjà quelques essais dont plusieurs ont été assez marquants, notamment un en 2014 qui s'appelle Technocritique, qui je crois est assez important pour tous ceux qui s'intéressent aux questions de la technique, à tout ce qui est critique de la technique. Il a publié aussi La contamination du monde face à la puissance, donc il s'intéresse à ce rapport en fait entre l'humain, le citoyen et la technique, nos sociétés. Et la technique. Et ce livre-là est un petit peu à part, car en fait, il s'agit d'un recueil d'articles publiés initialement dans un journal qui s'appelle La Décroissance. Donc, c'est un journal lyonnais qui a été fondé dans les années 2000, en 2004, je crois, par des militants anti-pub. Et ils vous ont demandé, c'est ça, de participer en fait à ce journal en tant qu'historien. Et vous l'avez fait durant une dizaine d'années, donc entre 2011 et 2021, je crois. Vous le faites encore, voilà. Et donc ce livre est un reclassement, j'ai envie de dire, de ces articles. C'est un livre qui permet de chroniquer le présent, mais qui permet de repenser sous l'œil de l'histoire, de l'historien, en fait, justement, nos problèmes techniques, notre rapport à la technique aujourd'hui. Moi, la première question que j'aurais à vous poser pour finalement introduire cette rencontre, c'est celle de votre engagement en tant qu'intellectuel, en tant qu'historien, face à ces soucis d'ordre écologique auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et auxquels nous étions déjà confrontés hier. Mais est-ce que republier ces articles, leur donner une contenance de livre, fait partie de votre engagement donc, en tant qu'intellectuel? Ce sera ma première question. Je vous laisse la parole. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être si nombreux. Oui, donc quel est mon relation à l'engagement? Alors c'est un vaste sujet. Effectivement, ce livre est un peu particulier parce que c'est un recueil de textes. D'ailleurs, en fait, je voulais pas vraiment le publier. Et c'est même pas moi qui ai trouvé le titre que je trouve assez génial. Hein. On arrête parfois le progrès. C'est mon camarade Cédric Biagini qui anime les éditions Le Passager clandestin. C'est lui qui m'a dit il faudrait republier ces chroniques, ça serait bien. Ouais, c'est des chroniques, des fois, vous savez, on écrit ça dans le feu de l'action, dans une sorte d'urgence, en réaction à un événement ou à quelque chose, et on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le republier? Il y en a qui l'ont déjà lu, et puis est-ce que ça intéressera les autres? Bon, je me suis laissé convaincre, donc j'ai fait une grosse introduction pour essayer de faire un petit apport et de mettre ça en perspective, et j'ai republié ces textes ainsi que quelques autres. Bon, la question de l'engagement, je sais pas, moi, j'arrive pas à imaginer de faire mon travail d'historien autrement qu'en étant engagé. D'une certaine manière, je fais de l'histoire parce que j'avais des questions qui me travaillaient dans le présent, qui me préoccupaient, et j'avais le sentiment que l'histoire était l'un des meilleurs
une des meilleures façons de résoudre ces problèmes existentiels, de me positionner dans le présent, d'éclairer, de donner du sens à ce qui nous arrivait. Donc moi, je suis écolo, si c'est ça la question. Donc mon engagement, il est là-dedans. Il prend plein de formes diverses et variées. Il prend aussi la forme de l'intellectuel. Je ne sais pas si je suis un intellectuel, mais j'ai écrit des bouquins et je manipule des discours, donc je suis un intellectuel sans doute. C'est pour ça que je suis devant vous ce soir. Et donc mon engagement, voilà, moi je pense que mon engagement n'a cessé de nourrir mon travail d'historien. Et en même temps, mon travail d'historien aide à nourrir aussi mon engagement. Donc les deux fonctionnent de façon dialectique en permanence. C'est-à-dire, je ne conçois pas le métier d'historien comme étant une sorte de pure recherche d'antiquaire désintéressée. Et d'ailleurs, ça n'arrive jamais. Les historiens sont toujours engagés dans la cité. On écrit toujours le passé à partir du présent. Alors après, il y en a qui diront que la neutralité axiologique doit primer sur tout et qu'il n'y a pas d'engagement légitime quand on est un historien. Mais ça, c'est juste parce qu'ils ne se rendent pas compte ou ils dissimulent leur propre engagement, qui est parfois inconscient. Donc bon, moi j'ai eu tendance un peu à l'assumer, ce qui n'empêche pas que dans mon travail il y a un peu deux pôles. Il y a un travail d'historien académique, tout ce qu'il y a de plus académique, avec le travail des archives, avec la réflexion historiographique, et puis il y a aussi tout un deuxième pan où je me permets un peu plus de liberté dans la forme, dans la façon dont j'appréhende les problèmes, et ce livre relève clairement de cette deuxième dimension qui, d'une certaine manière, je dissimulais un peu, hein, parce que chez les historiens, il faut faire attention quand même. Il y en a plein dans la salle, donc je ne devrais pas dire ça. Mais il faut faire attention, c'est que voilà, quand on est un jeune historien, il faut quand même, il faut d'abord faire ses armes dans des travaux empiriques sérieux pour après se permettre des discours de montée en généralité un peu plus globaux. Donc dans ce livre, évidemment, bon, la plupart des historiens ne lisent pas la décroissance, donc je pouvais continuer à faire mon travail d'historien sans que personne ne sache que j'écrivais dans la décroissance. Et bon, là, je peux plus me cacher complètement, donc là, c'est explicite, mais bon, voilà une réponse sur cette question de l'engagement, qui pour moi, en fait, voilà, pour moi, c'est naturel, en fait, et on est nombreux dans ce cas, chez les historiens comme chez les autres intellectuels, quelle que soit la discipline, de toute façon. Donc voilà, donc ce livre, c'est pas moi qui l'ai voulu. Mais donc c'est Cédric Biagini, et en fait, je pense que c'était plutôt une bonne idée. Et depuis 1 an, vous avez remarqué que la notion de progrès, donc, qui était une sorte de vieillerie sans intérêt, donc plus personne ne croyait, un mot un peu qui avait perdu toute substance, il a quand même ressurgi, il est employé de tous les côtés. Il y a des festivals d'histoire sur le progrès. Là, en juin, à Paris, 3 journées d'études sur le progrès. Il y a le président Macron qui parle du progrès. Il y a des partis politiques qui se recréent en utilisant ce mot. Donc, donc il y a une offensive de relance des promesses modernisatrices étiquetées derrière cette catégorie de progrès. Donc c'était une bonne occasion, et ça tombait bien, parce que le bouquin vise à déconstruire cette catégorie, puisque en réalité, on pourra en discuter. Le progrès, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je ne suis pas philosophe, j'essaye pas de donner une définition du progrès, j'essaye de penser les usages historiques de cette notion, son origine, son invention, la façon dont elle a été manipulée, les acteurs qui se la sont appropriés, les usages qu'elle a eus dans la société, parce qu'en fait, c'est un terme qui a des fonctions politiques, des fonctions économiques, des fonctions marketing, qui servent dans plein de directions, qui peuvent être appropriables dans des directions très diverses. Donc moi, mon approche de cette question, c'est une approche d'histoire sociale, parce que moi, je fais de l'histoire sociale, de l'histoire des techniques, de l'histoire environnementale. C'est-à-dire que j'essaye de mettre à l'épreuve ces grands récits généraux du progrès, à l'épreuve de la réalité des rapports sociaux, des transformations environnementales qui ont traversé les 2-3 derniers siècles. Donc voilà, c'est comme ça que je pense le progrès, c'est-à-dire à partir d'une approche historique des usages de cette notion, de ses fonctions, hein, et de comment elle travaille les évolutions des sociétés depuis que ce terme a envahi l'espace politique, hein, au XIXe siècle pour l'essentiel. Et du coup, l'histoire dans ce livre, donc, dont je rappelle le titre, On arrête parfois le progrès, elle a un rôle, il me semble, vraiment de révélateur. Vous montrez vraiment très bien que les problèmes du présent ressemblent à ceux d'hier, et que les luttes du présent peuvent aussi ressembler à celles d'hier, sauf qu'elles ont été effacées d'une certaine manière. Et est-ce que dans votre travail d'historien, il y a cette envie de redonner, de faire remonter à la surface, voilà, des choses qui ont été effacées
pour montrer que ce qui se passe dans le présent n'est pas tout à fait nouveau, qu'on retrouve systématiquement les mêmes éléments, le même rapport à la technique, les mêmes résistances et les mêmes pressions pour nous faire accepter des choses qui ne sont pas, qui pourraient être évitables d'une certaine façon, qui ne sont pas naturelles à l'origine. Est-ce que y a ce rôle-là dans votre travail d'historien ? Oui, mais c'est-à-dire que les historiens qui passent leur temps à dire que ah oui, mais ça c'était déjà comme ça avant, il n'y a rien de plus insupportable. Donc, non mais c'est vrai, hein, c'était déjà comme ça il y a 2 siècles. C'est le petit plus de l'historien dans les débats médiatiques, c'est de dire ah tiens il y a Céline aussi là. C'est de dire ah bah voilà c'était déjà comme ça, donc rien de neuf sous le soleil, tout va bien, ce qui aboutit à une sorte de position de dépolitisation généralisée. Bah finalement il y a rien à dire puisque c'était déjà comme ça. Bon, c'est plus complexe que ça, en fait. C'est-à-dire que les choses ont évidemment déjà existé, et en même temps, les choses sont toujours très singulières et très nouvelles dans la situation actuelle. Donc, le discours historique permet de mieux évaluer ce qu'il y a d'héritage, ce qui relève de l'héritage, ce qui relève de la répétition des mêmes schèmes, et ce qu'il y a de singulier. Donc, je pense que pour comprendre ce qu'il y a de singulier dans ce qui nous arrive, c'est toujours utile de faire un détour par l'histoire. On est dans un moment marqué par le présentisme, par une sorte d'accélération généralisée, et moi, je suis historien et je suis passionné par le passé. Et je suis fasciné, effectivement, de découvrir à quel point ce qui nous arrive est le résultat de transformations, d'évolutions, de rapports de force qui se sont structurés, qui se sont constitués, et aussi le résultat de répétitions incessantes de mêmes discours, de mêmes pratiques. Donc pour moi, l'histoire a fondamentalement une fonction émancipatrice. Donc il ne s'agit pas de dire que tout a déjà été là et qu'on se contente de rejouer ce qui a déjà été joué. Il s'agit de faire la part entre ce qui est hérité, ce qui relève de la fossilisation progressive dans l'histoire, et ce qui émerge comme signification neuve. Et pour saisir ce qu'il y a peut-être de neuf dans le présent, il faut évidemment avoir un regard diachronique, avoir un regard historique, parce que c'est ça qui nous permet de détecter ce qui relève de l'héritage, ce qui relève de la répétition incessante, de l'idéologie, et ce qui se met en place de neuf. Et donc moi, mon premier travail, c'était il y a 20 ans, j'avais fait une thèse sur les briseurs de machines. Au début du 19e siècle, j'avais fait une thèse sur les ludites. Je ne sais pas si vous connaissez le ludisme, un mouvement d'ouvriers. Et en fait, j'avais été fasciné parce que j'avais trouvé dans des archives des cas d'ouvriers du textile qui détruisaient des machines, des nouvelles machines, et je trouvais rien dans l'historiographie. Et on était en 2002-2003, au moment où il y avait les faucheurs d'OGM, la controverse sur les OGM et toute une controverse sur les débats socio-techniques autour de ces nouveaux produits qu'étaient les OGM. Et j'avais été fasciné aussi dans le monde de voir un philosophe comme Dominique Lecourt, alors vraiment l'incarnation du philosophe scientiste et techno-scientiste, si on veut, qui comparait les faucheurs d'OGM aux ludites, en disant, voilà, les ludites n'avaient rien compris au sens de l'histoire, c'était des ignares qui étaient contre le progrès, de même que les faucheurs d'OGM n'ont pas compris le sens de l'histoire, que c'était ça qui allait sauver la paysannerie et résoudre les problèmes de faim dans le monde. Bon, donc moi, mon travail consiste à essayer, je crois, de sauver, j'aime bien, c'est une citation d'un historien qui s'appelle Edward Thompson, sauver de l'immense condescendance les acteurs du passé, hein, d'essayer de comprendre ce qu'ils faisaient, de comprendre ce qu'ils disaient, de pas juste les disqualifier un peu rapidement, mais d'essayer de leur redonner du sens à leurs propres actions. Et quand les ouvriers brisaient des machines, ils n'étaient pas contre le progrès n'avait aucun sens. D'ailleurs, à l'époque, le mot n'avait pas encore acquis vraiment sa signification contemporaine. Et ils négociaient juste des formes d'imposition, de nouveaux rapports sociaux via des systèmes techniques. Ils essayaient de les négocier, ils essayaient de s'opposer à ce qui leur paraissait contradictoire avec la défense de leurs propres intérêts. Et donc mon travail d'histoire sociale consistait à essayer de donner du sens, à comprendre par la remise en contexte de ces actions, leur signification et la signification que les acteurs donnaient. Puis après, je me suis intéressé plus à l'histoire environnementale. J'ai bossé sur les pollutions, par exemple, les conflits environnementaux. Et donc, du coup, évidemment, c'était une autre manière d'interroger ce progrès à partir d'autres formes, d'autres effets pervers de ce progrès. Donc oui, d'une certaine manière, le point commun de tout mon travail consiste à essayer de comprendre les acteurs du passé, de redonner du sens à leur action contre l'immense condescendance de la postérité, parce que notre présent se caractérise par une sorte de mépris infini pour le passé, en fait. Il y a à la fois, on est dans un moment où on a à la fois une sorte de nostalgie parfois, avec la vogue du patrimoine, on veut se réapproprier le passé, et en même temps on reste
persuadé qu'on est la pointe avancée de la civilisation, du progrès, et que toutes les sociétés antérieures étaient des espèces de barbares ou des sociétés pas totalement terminées et qu'on devait nécessairement arriver à notre situation. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Le passé est rempli de bifurcations, d'incertitudes, comme dirait Michel Rio-Sarcey, qui est pas très loin non plus, que vous avez peut-être entendu hier soir lors de la conférence inaugurale, l'histoire est remplie de discontinuités, hein, de chemins non advenus. C'est-à-dire ce qui est advenu aujourd'hui n'était pas inéluctable. Ça a été le résultat de rapports de force, et l'histoire, c'est aussi comment s'est constitué ce rapport de force, et c'est aussi essayer de se rappeler les chemins non advenus, les possibles non advenus, les trajectoires qui n'ont pas été empruntées et qui ont été expérimentées par des acteurs. Et comme l'histoire est souvent racontée par les vaincus, les trajectoires non empruntées sont souvent invisibilisées a posteriori par l'immense condescendance de la postérité. C'est aussi ce qu'essaye de dire Michel, enfin c'est ce que dit très bien Michel dans ses livres sur la question de la démocratie, de la liberté telle qu'elle était pensée par les acteurs du 19e siècle et comment elle a été peu à peu invisibilisée, recouverte par les idéologies politiques qui se sont constituées. Je fais un peu la même chose qu'elle, plus à partir de la question de la technique, des questions environnementales. Et dans votre livre, que ce soit en introduction ou même dans un de vos articles, vous repensez, ou en tout cas vous re-questionnez pas cette notion, mais je sais pas comment l'appeler, ce que vous appelez le PIB, le produit industriel brut. Vous dites, là, il y a quand même eu, avec la naissance du PIB, ou la façon dont les États se sont saisis, en fait, de ce moyen d'analyser leur richesse, un vrai tournant historique. Et ça vous permet de re-questionner la croissance en tant que, vraiment, comme une religion. Vous dites, il y a vraiment une religion de la croissance, en même temps qu'une religion du progrès, un récit du progrès. Et tant que ce ne sera pas re-questionné, ce rapport à la croissance, eh bien, il n'y aura pas de changement véritablement possible dans notre rapport aussi à la technique et dans les soucis qu'on a écologiques actuels. Donc ça revient beaucoup dans votre livre. Et est-ce que vous pourrez reparler de ce tournant historique, donc au moment de 1945 et puis les 30 Glorieuses, comment il y a un attachement comme ça des États à cette notion de croissance, alors même qu'aujourd'hui, il y a des économistes qui disent qu'une économie sans croissance serait possible et serait tout à fait légitime, enfin en tout cas serait à construire face aux ressources évidemment qu'on sait tout à fait épuisables de notre planète. Oui. Alors, la croissance, donc le gros morceau. Si vous me permettez, oui, puisque le thème du festival, c'est le progrès, j'aimerais bien revenir d'abord sur l'histoire de cette notion de progrès, donner ma petite contribution au festival et à cette réflexion collective pendant plusieurs jours. Et la notion de croissance peut se comprendre dans cette... puisqu'en fait, la notion de progrès est toujours associée à d'autres termes associés. Et la notion de croissance qui va s'installer en fait très récemment dans nos imaginaires, dans nos politiques publiques, dans la deuxième moitié du XXe siècle, est liée aussi à une reconfiguration de cette idée de progrès au milieu du XXe siècle. Donc, il faudrait revenir un peu avant. J'aime bien rappeler que le mot progrès, progressus, latin, c'est un terme qui émerge à la fin du Moyen-Âge, mais dans un sens d'abord très neutre. Le mot progrès, ça désigne le fait d'avancer, dans un langage militaire pour l'essentiel. Le progrès, ça désigne une armée qui progresse, c'est-à-dire qu'une armée qui avance, mais sans signification nécessairement améliorative, sans nécessairement connotation morale, sans idée que le progrès est inéluctable, linéaire. C'est un terme qui est peu employé, qui est essentiellement employé dans un sens technique, dans un premier temps. Et au XVIIIe siècle, c'est là que va commencer à émerger, en lien avec la philosophie des Lumières, l'idée du progrès, c'est-à-dire l'idée d'une amélioration des conditions, l'idée d'une amélioration de la condition humaine par une émancipation à l'égard des tutelles héritées, notamment les tutelles religieuses, les tutelles politiques, dans le cadre des monarchies absolues du XVIIIe siècle. Les philosophes des Lumières vont essayer de s'émanciper de ces tutelles pour inventer un horizon émancipé. Et Condorcet, à la fin du XVIIIe siècle, qui installe véritablement le mot progrès dans le langage commun et dans la culture politique et dans l'imaginaire collectif, dans son tableau des progrès de l'esprit humain, qui est une
sorte d'histoire des progrès fait depuis l'Antiquité, avec une projection vers l'avenir, avec l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est seulement à partir de ce moment-là que le mot progrès commence vraiment à se diffuser, commence véritablement à être doté d'une dimension positive. C'est-à-dire l'idée le progrès, c'est l'idée que le futur sera meilleur que le passé. Il faut bien voir que cette idée de progrès, en fait, ça correspond aussi à ce que les historiens appellent un régime d'historicité. C'est-à-dire que chaque société organise une relation entre le passé, le présent et le futur. Et il existe plein de manières de penser la relation entre le passé, le présent et le futur. Ça peut être en termes de déclin. Le temps est pensé comme un long déclin, une longue décadence. Demain sera pire que ce que tu es aujourd'hui. On peut le penser de façon cyclique, c'est-à-dire que c'est l'éternel retour au point de départ. On peut donc imaginer, chaque société construit son rapport au temps de façon tout à fait singulière. Et ce qu'on appelle le progrès, c'est le régime d'historicité moderne, c'est-à-dire une façon d'agencer le passé, le présent et le futur, avec l'idée que le passé était un temps de domination, d'aliénation, un temps barbare, et le futur sera meilleur. Donc c'est une manière d'agencer ce passé, ce présent et ce futur, comme une sorte de flèche linéaire qui est propulsée vers l'avant. Et ça émerge vraiment au XVIIIe siècle. Alors, je vais un peu vite. Le grand basculement, c'est au XIXe siècle. C'est-à-dire au XIXe siècle, ce qui va se passer, il y a deux choses qui vont se passer, je pense, de façon importante. C'est que le mot progrès, déjà, va se diffuser considérablement. Autour de 1830, c'est un moment charnière de bascule, parce qu'on va assister notamment à l'émergence de toute une série de néologismes dérivés du mot progrès. Le mot progressisme, le verbe progresser. Tous ces termes apparaissent autour de 1830, dans un moment justement de reconstruction intellectuelle, de recomposition des imaginaires dans la période post-révolutionnaire, qui a laissé un champ de ruines et qui se reconstruit, et on reconstruit un peu les choses autour de 1830. Et le mot progrès va commencer vraiment de plus en plus à circuler. Proudhon le dit dans les années 40. Le progrès est la vraie idée de notre temps. L'idée phare de notre temps. Et le mot progrès va devenir une obsession qui va pulluler dans le langage collectif, dans les imaginaires collectifs. Il y a une deuxième dimension, c'est que le mot progrès, à partir du milieu du XIXe siècle, va de plus en plus être identifié au progrès des forces productives, au progrès de la puissance technique et de sa capacité à dominer la nature, qui elle-même est pensée comme ce qui nous aliène, comme ce dont on doit s'émanciper et se libérer pour faire advenir le progrès. Et cette domination, elle est possible par la maîtrise d'un système technique, d'infrastructures techniques, d'une puissance technique qui doit permettre justement de dépasser les contradictions environnementales, les problèmes environnementaux qui étaient majeurs au début du XIXe siècle. Il ne faut pas l'oublier. Le début du XIXe siècle, c'est un moment de crise écologique considérable. La déforestation, il y a des problèmes climatiques, il y a le Tambora qui explose en 1815, cet énorme volcan qui va entraîner des dérèglements climatiques avec des famines un peu partout dans le monde au début des années vers 1816, 1817. C'est un moment de crise où la nature apparaît comme une marâtre qu'il faut dominer et maîtriser pour s'émanciper grâce à un système technique. Et donc on va assister, ce qui n'était pas du tout le cas au XVIIIe siècle. Le progrès ne passait pas par la puissance des techniques, par la puissance des forces productives au XVIIIe siècle. Ça passait par l'amélioration des conditions politiques, l'essor de la tolérance, l'émancipation à l'égard des croyances religieuses héritées. Or cette diversité, cette pluralité des formes du progrès va être refermée à l'époque de l'industrialisation triomphante sur sa dimension économique et technique en quelque sorte. Et donc le progrès va être de plus en plus ramené dans le progrès des équipements techniques nous permettant de maîtriser le monde naturel pour construire une société plus émancipée. Et à peu va s'installer cette idée que le progrès, c'est d'abord le progrès des techniques, et que c'est de ce progrès technique que doivent naturellement découler tous les autres progrès, qu'ils soient sociaux, moraux, politiques, culturels, qui deviendraient des espèces de conséquences indirectes du progrès technique premier. Et donc il y a une absorption de cette diversité des significations du mot progrès par un sens technique, dans un contexte par ailleurs... Alors, j'ai essayé de suivre l'origine de l'expression « on n'arrête pas le progrès ». Ça m'a toujours fasciné, cette expression, donc je crois que j'ai à peu près trouvé d'où ça vient. Je vais vous le révéler dans un instant. Mais en fait, les premières occurrences, je les ai trouvées en 48, lors de la Révolution de 48, qui installe le suffrage universel, qui abolit l'esclavage dans l'Empire français. Et j'ai trouvé dans différents discours de républicains au cours du printemps 48 des discours disant on n'arrête pas le progrès. Sauf que pour ces républicains, le progrès, c'était l'avènement de la République et d'un régime égalitaire, puisque la République de 48, c'était une république sociale, une république démocratique. Et ils affirmaient on n'arrête pas le progrès. Voilà.
le progrès a été arrêté, puisqu'en 1851, il y a eu un coup d'État bonapartiste qui a renversé la République et c'est après, sous le Second Empire, que le progrès va être absorbé par la question industrielle, la question économique et technique. Dans un contexte où les progrès politiques paraissent inenvisageables, dans un régime politique autoritaire les opposants ont été obligés de s'exiler, la répression a été très forte, le progrès devient de plus en plus le progrès des techniques. Et la discours et la propagande napoléonienne sous le Second Empire reposent là-dessus. On va abandonner les progrès politiques, l'émancipation politique, mais vous aurez l'émancipation grâce au progrès de l'industrialisation. Et Napoléon va accélérer la construction du chemin de fer, développer l'industrialisation s'accélère, et au nom du progrès économique, on doit accepter l'idée que les progrès politiques sont laissés de côté. De toute façon, le plus important, c'est pas l'égalité politique, c'est l'enrichissement économique. Et donc, il y a vraiment un basculement. C'est vraiment sous le Second Empire que cette idée de progrès est ramenée à l'encouragement, au soutien aux forces productives. Et l'expression « on n'arrête pas le progrès », alors j'en arrive là, c'est vraiment à la fin du 19e siècle. En fait, on peut voir proliférer l'expression « on n'arrête pas le progrès » entre les années 1880 et 1914, où l'expression commence à envahir la presse de masse de l'époque, assez massivement. C'est une expression qu'on ne trouve pas, qui aurait eu peu de sens, et qui s'installe. Et c'est le moment aussi où le progrès devient un fatalisme. C'est-à-dire qu'au moment où on s'émancipe des tutelles politiques, des tutelles religieuses, s'installe une sorte de nouveau fatalisme arrimé à l'industrialisation et à une certaine conception linéaire du progrès technique dont doivent découler tous les autres progrès. Et c'est à ce moment-là que s'installe logiquement cette expression « on n'arrête pas le progrès ». C'est l'idée qu'il n'y a pas à négocier les choix techniques qui s'inscrivent dans une sorte de mouvement inéluctable, linéaire, alors qu'en fait, pour réaliser une tâche, il y a toujours une pluralité de choix techniques, de manières de faire. Un choix technique est lui-même le résultat de rapports de force à un moment donné, au profit de certains, aux dépens d'autres, au profit de certaines conceptions de ce que doit faire la technique par rapport à d'autres conceptions. Enfin, on pourra y revenir si vous voulez. En tout cas, s'installe un moment où l'industrialisation s'installe, où c'est le positivisme triomphant, où c'est la grande époque aussi de l'installation de ce qu'on pourrait appeler le scientisme pour faire vite, qui va être couplé évidemment à ce progrès technique, puisque le progrès technique va être pensé comme une conséquence et un sous-produit elle-même des progrès de la science, même si en réalité les deux sont quand même très différents, bon, je ne m'étends pas là-dessus. Et à ce moment-là, prolifère l'expression « on n'arrête pas le progrès ». Et notamment à un moment charnière, c'est autour de la controverse sur l'automobile. Et très clairement, quand on suit l'usage de l'expression « on n'arrête pas le progrès », on peut la corréler à la défense de l'arrivée de ce nouvel objet technique qui n'allait pas du tout de soi. Avant 1914, personne ne voulait de l'automobile. L'automobile, c'était un loisir de luxe qui n'était pas de toute façon adapté à la voirie, à la chaussée, qui était d'abord une distraction pour les classes supérieures, qui était essentiellement un loisir ou un sport. C'est l'époque où on commence à organiser les premières courses automobiles pour tester les véhicules. Or, les premières courses automobiles font des morts un peu partout sur les routes de France. Les voitures automobiles, on les appelle les tueuses de poules parce qu'elles écrasent les animaux, les enfants dans les villages. C'est-à-dire que c'est un objet technique qui pose énormément de problèmes. Il y a même des législations il y a même un juriste de la Sorbonne en 1907 qui crée une association de lutte contre l'automobilisme, où il veut s'opposer à cette folie automobile en régulant très strictement cette industrie et l'usage de l'automobile, en mettant en place des limitations de vitesse, des interdictions de circulation dans plein d'endroits, ce qui va entraîner une levée de boucliers des constructeurs automobiles et des automobiles clubs de France qui commencent à se structurer et à s'organiser. Et à l'époque, vous avez des comtés en Suisse qui interdisent l'automobile. On les appelait on appelait ça des populations autophobes à l'époque. Or, l'automobile incarne, dans le contexte de la deuxième industrialisation, une nouvelle relance du progrès technique et devient le symbole, la pointe avancée du progrès technique. Et donc, dans ce contexte-là, vous avez dans la presse sportive, la presse liée aux automobiles clubs, la récurrence de cette expression « on n'arrête pas le progrès ». Et quand on dit « on n'arrête pas le progrès », en fait, on parle de la voiture. C'est-à-dire que vous n'allez pas réguler la voiture. De toute façon, si vous régulez la voiture ou si vous affaiblissez les industriels de l'automobile, la France est à l'avant-garde de la construction automobile à l'époque, les rivaux anglais et américains vont arriver, et donc il ne faut surtout pas réguler ce secteur d'activité, ni les usages de l'automobile, parce que ça nous mettrait en difficulté dans la compétition internationale. Donc il va y avoir l'émergence d'une forme de premier lobbyisme industriel autour de cet objet totémique qu'est l'automobile, qui va
Et c'est autour de ça vraiment qu'émerge l'expression « n'arrête pas le progrès ». C'est-à-dire l'expression « on n'arrête pas le progrès » vise à cadrer les débats, les oppositions, les conflits autour de l'arrivée de ce nouvel objet technique. Bon, j'accélère. Le progrès s'effondre pendant la Première Guerre mondiale. Évidemment, le progrès, les promesses du 19e siècle aboutissent à une barbarie, à une boucherie innommable avec la Première Guerre mondiale. Donc, plus personne ne croit vraiment à ce qu'on appelle le progrès. Le terme est démonétisé dans les années pendant la Première Guerre mondiale. Paul Valéry, au lendemain de la guerre, dit que voilà, le progrès est mort. Dans l'entre-deux-guerres, on va assister à la multiplication des critiques du progrès. C'est la publication de toute une série de bouquins sur les illusions du progrès, sur l'idéologie du progrès. On commence à parler du progrès comme d'une idéologie qui est construite. Bernard Charbonneau, le grand penseur de l'écologie, utilise cette expression dans les années 30, d'une idéologie du progrès. George Orwell aussi critique fortement le progrès dans ses enquêtes sociales des années 30. Il compare le progrès à une sorte de mouvement qui transformerait, qui aboutirait à ce que l'homme devienne une sorte de cerveau dans un bocal. Bon, il considère le progrès comme une sorte de mouvement de régression en fait, dans plein de domaines. On est dans la crise des années 30 où toutes les promesses de progrès par le capitalisme industriel s'effondrent avec l'accroissement des inégalités, toute une série de crises. Donc le progrès s'effondre en quelque sorte dans la première moitié du XXe siècle, à l'âge des totalitarismes et des crises sociales à répétition. Et il va être relancé. En fait, c'est une histoire cyclique, discontinue, avec des moments de crise et de relance. Il va être relancé après 1945, dans le contexte de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, de relance de la croissance. J'en arrive enfin à la question. Sur la notion de croissance, qu'est-ce que c'est la croissance La croissance, vous savez, c'est un outil, donc le produit intérieur brut, c'est un outil de la comptabilité nationale qui vise à mieux piloter les économies. C'est un outil qui va être mis au point dans les années 30 aux États-Unis afin de sortir de la crise économique des années 30 en mettant en point des outils de pilotage de l'économie par l'État. À partir de 1945, le PIB va devenir un des éléments structurants qui va se mondialiser, qui va devenir le guide et l'indicateur principal des politiques économiques, macroéconomiques dans l'ensemble du monde. Et entre les années 40 et les années 70, le PIB s'installe. Il y a eu plein de travaux d'historiens, de politistes sur comment a émergé le PIB, comment il s'est installé, via quelle institution, etc. Et le PIB va en arriver à devenir une sorte de boussole à partir de laquelle on évalue les choix politiques, on évalue le progrès de la société. Et il devient un substitut au mot progrès, en quelque sorte, dans les années 50. C'est-à-dire le progrès se mesure à la croissance du PIB, qui doit rendre possible tous les autres progrès. Et c'est comme ça que s'installe ce qu'on pourrait appeler cet imaginaire de la croissance économique qui triomphe à la fin du XXe siècle. Alors, qui connaît une nouvelle, donc grosse période de croissance, d'euphorie, d'adoption de cette notion entre les années 50 et les années 70, crise dans les années 70, le progrès s'effondre à nouveau dans les années 70, c'est l'époque des chocs pétroliers, de l'émergence de l'écologie politique, c'est fascinant d'ouvrir la presse de cette époque-là et de se rendre compte à quel point tout ce qu'on raconte aujourd'hui était déjà présent. Il y avait déjà des jeunes qui manifestaient devant les salons de l'automobile aux États-Unis pour dénoncer la civilisation automobile, ses pollutions, ses gabegies énergétiques. Bon, cette crise du progrès des années 70, portée par l'émergence aussi de la question environnementale et écologique, elle va être relancée dans les années 80-90, à l'ère de la mondialisation néolibérale heureuse, arrimée à un nouveau système technique qui devait résoudre les problèmes de l'ancien système technique sale, industriel, dégueulasse, au profit d'une nouvelle technologie magnifique, immatérielle, horizontale, démocratique, qu'on va appeler l'informatisation, puis le numérique. Et tout ça devait faire que, enfin, on avait trouvé la voie du progrès véritable qui devait nous émanciper et résoudre toutes les contradictions du vieux progrès industriel fondé sur le charbon. Et bon, en gros, on a eu une relance. Et la notion de décroissance et la première critique de ce modèle de la croissance, on le trouve déjà dans les années 70. La notion de décroissance émerge à cette époque-là chez un certain nombre d'économistes hétérodoxes comme Georges Escurogen, qui va être le grand théoricien de ce qu'on va appeler ensuite la bioéconomie ou l'économie écologique. C'est-à-dire qui critiquait l'économie comme une science un peu hors sol, détachée des processus biophysiques. Et il disait, ce qu'il faut, c'est réintroduire notre analyse des mécanismes économiques dans les flux de matière réels qui structurent notre rapport au monde. Et Georges Escurogen, qui était un disciple qui peut m'aider ? Schumpeter, voilà.
C'est intéressant de savoir que c'est un disciple de Schumpeter qui va inventer la théorie de la décroissance. Et bon, on pourrait parler de Georges Sturgeon, c'est un personnage fascinant. En tout cas, l'idée même de décroissance émerge dans les débats économiques chez les experts, dans des petits cercles à cette époque-là. La chose peut être remise sous le tapis dans les années 80-90, dans un contexte où, en gros, le nouveau progrès technique numérique associé à la mondialisation néolibérale doit permettre de résoudre tous les problèmes pour faire advenir une fin de l'histoire heureuse, apaisée et égalitaire. Tout ça couplé à l'effondrement du spectre communiste et de l'Union soviétique, qui ont fait dire à certains que c'était la fin de l'histoire et qu'on rentrait dans une sorte d'âge d'or, de bonheur collectif, machin. Et ça s'effondre à nouveau au début du XXIe siècle. Parce qu'au début du XXIe siècle, on va assister, et on est dans cette conjoncture-là. C'est-à-dire, au début du XXIe siècle, on va se rendre compte que la mondialisation néolibérale est une catastrophe et que ce nouveau système technique, soi-disant propre, horizontal et immatériel, était extrêmement sale, matériel et reconstituait des formes de domination à l'autre bout du monde, etc. Et donc, on est dans ce moment de conjoncture où on est dans un moment de remise en question très fort aujourd'hui. Et évidemment, arrimé à la question climatique, qui est devenue l'enjeu principal dans la pluralité des problèmes écologiques contemporains. La question climatique a un peu recouvert tout ça. Et donc, on est dans ce moment un peu d'incertitude où vous avez d'un côté les gens réalistes qui voient bien que ce modèle hérité, cette idéologie arrive à son terme, et de l'autre côté, toute une série de tendances à la relance de la modernisation et de cette vieille foi progressiste. Vous avez les terrestres et les modernisateurs, si on veut reprendre des catégories qui circulent aujourd'hui. Et Macron est le modernisateur en chef. C'est pas anodin que ce soit lui qui utilise cette catégorie de progrès. Là, il y a une vidéo qui circule d'Olivier Dussopt, qui est un des ministres de Macron, où en 1 minute, il doit employer 40 fois le mot progrès. Il faut relancer le progrès, il faut relancer le progrès, il faut relancer le progrès dans tous les domaines. Donc là, on sent un moment où le mot commence à être réutilisé. Et en même temps, de l'autre côté, évidemment, la plupart des gens voient bien que c'est de l'esbrouf. Et parallèlement, on surgit toute une série de catégories, de termes pour essayer de recomposer le langage en prenant en compte les enjeux du présent, notamment les enjeux écologiques. Et donc, dans cette pluralité, il y a notamment la notion de décroissance, qui est une proposition parmi d'autres pour interroger le cœur du mythe contemporain. Et en partant, donc c'est Serge Latouche notamment qui a remis en circulation et considérablement diffusé et écrit sur cette notion depuis 20 ans. Et la notion de décroissance, en fait, elle surgit au début du XXIe siècle. Il y a un journal qui est créé, il y a toute une série d'autres personnes qui se réapproprient le terme. On redécouvre Georges Sturgeon des années 70 et on passe d'un moment où la décroissance était un concept finalement théorique utilisé par les économistes, par certains économistes hétérodoxes, pour que le mot de décroissance devienne désormais un mouvement social, en fait. Aujourd'hui, il existe des associations, des gens qui s'y reconnaissent un peu partout. Il existe un journal militant, parfois trop excessif et beaucoup critiqué. Et en même temps, ce terme de décroissance, moi, c'est ça qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est l'un des mots qui hérisse le plus le poil de la plupart des gens. C'est l'un des mots qui a suscité le plus de haine, de rejet viscéral. C'est fascinant. Enfin, si vous faites tous les discours qu'il y a eu depuis 20 ans, la décroissance, c'est vraiment c'est la pointe avancée des Amish, du retour au Moyen-Âge, c'est des barbares, c'est des gens qui veulent installer une société totalitaire, c'est la vraie menace de notre société actuelle, c'est tous ces gens qui parlent de décroissance, quoi. Bon, c'est un terme, évidemment, dans lequel on peut mettre plein de choses. Il y a plein de débats à l'intérieur même de la mouvance de la décroissance, pour savoir ce qu'on met là-dedans. Il y a plein de points de vue différents entre les ingénieurs comme Jean Covici et des néo-primitivistes qui veulent retrouver une sorte de contact plus direct et simple avec le monde et avec le vivant. Vous avez une pluralité de champs de possibles très diverses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce terme, c'est en France où il a émergé, où il a été utilisé en premier, où il a été inventé, où il a circulé. Et c'est en France où il est le plus difficilement appropriable et où il est le plus massivement disqualifié. Aux États-Unis, en Angleterre, vous avez des instituts de recherche académiques sur la décroissance. C'est devenu un débat économique très sérieux chez des économistes. En France, ça commence. Alors, j'entendais hier Jean Pisani-Ferry, éminent économiste libéral qui a contribué à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron en 2017, qui hier, dans une interview, vous avez peut-être entendu ça, qui dit « Ah oui, c'est intéressant, la décroissance, philosophiquement, c'est quelque chose qui mériterait finalement d'y réfléchir. » Donc
Donc on est dans un moment, évidemment, un moment de panique globale. Le mot sobriété est plus facilement appropriable, et donc il a été massivement approprié et utilisé par les acteurs politiques depuis un an. Le mot décroissance est plus difficilement appropriable par les relances modernisatrices, parce que précisément, parce qu'il met au cœur il met au cœur du discours la critique de la croissance, qui était devenue, dans la deuxième moitié du XXe siècle, le nouveau mythe structurant de cet imaginaire du progrès. Donc évidemment, c'est ça qui est intéressant avec ce mot. Alors certains disent « Ah oui, mais c'est négatif ». Décroissance, il y a un préfixe négatif, c'est pas bien quand c'est négatif. Oh. Ouais, mais le regretté Bruno Latour disait ça. « Ah non, mais c'est un terme négatif ». C'est un terme négatif, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, c'est négatif, mais il y a plein de négatifs dans notre monde. Et donc il dit, c'est un terme qu'on ne peut pas s'approprier positivement. C'est un terme négatif où il y a d'autres qui disent ah mais croître c'est naturel, on croît tous. Donc ça serait. Mais non, on croît pas tous à l'infini. Par définition, le monde vivant, à un moment, il arrête de croître. Bon, donc. Et j'aime bien parce que ce mot, justement, il provoque, il crée de l'incertitude. Et donc, il ouvre un espace possible de discussion et de débat, y compris dans sa dimension un peu provocatrice et excessive. Voilà, bon. J'ai été un peu long dans ma réponse, j'en ai bien conscience, mais j'essaierai d'être plus court dans les prochaines. Et je vais poser peut-être une dernière question, puis après je vous laisserai la parole, puisque les réponses sont longues. Peut-être si on en vient à la dernière partie de ce livre, qui est quand même, je trouve, aussi très intéressante, vous essayez de donner des perspectives, notamment par rapport à la question donc, écologique et environnementale du moment. Donc en tant que partisan de la décroissance, quelles sont, j'ai pas envie de dire les solutions, puisqu'il n'y a pas de solution toute faite, mais puisqu'on sait que tout progrès technique engage évidemment une dépendance aux énergies et aux ressources planétaires, mais du coup, quelles sont les perspectives que les décroissants mettent en valeur, essayent de construire collectivement, et que vous détaillez effectivement dans le livre, mais j'aimerais que vous en parliez un petit peu au public aujourd'hui. Oui, bah, c'est compliqué. Enfin, quelles sont les perspectives ça dépend. Cette quatrième partie, oui. Au moins tous ces articles. Ça dépend ça dépend de quoi on parle. Mais évidemment, c'est là que ça devient intéressant. Peut-être que c'est ça dont on parlera tout à l'heure avec vous quand on passera à la discussion. Alors, je ne sais pas trop quoi dire. Mais il y a plein de choses à dire. Quelles sont les perspectives? Disons, pour l'instant, il faut reconnaître qu'il y a un rapport de force. Il faut accepter le fait qu'on est dans un moment. Il y a encore 10 ans, il y avait du climato-scepticisme. Il y avait des gens qui disaient qu'on allait mettre en place de la géo-ingénierie, les bons investissements et que tout se passerait bien. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde y croit. Et en gros, ce qui va se passer, ce qui est en train de se mettre en place, c'est que vous avez d'un côté un nouveau cadrage modernisateur pseudo-progressiste qui vise à relancer le progrès. Fondamentalement, le progrès, c'est un outil commercial. C'est-à-dire, le progrès, c'est un outil à créer du désir pour vendre des produits. Et ça s'est construit comme ça depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que ce qu'est le progrès, c'est ce qui permet d'accumuler du taux de profit pour un certain nombre d'acteurs économiques qui vont utiliser cette notion, d'où l'usage massif du mot progrès dans la publicité tout au long du XXe siècle, pour installer des objets. Et depuis l'automobile, c'est comme ça. C'est-à-dire, la voiture, c'était le progrès, donc vous pouvez pas critiquer parce que sinon vous êtes contre le progrès. Et si vous êtes contre le progrès, vous êtes un réactionnaire, un machin. Donc on a tellement simplifié les enjeux qu'on peut plus vraiment discuter. Bon, il y a aujourd'hui la même chose. Donc aujourd'hui, vous avez un problème agricole, les salons de l'agriculture vous exposent qu'on va développer le nouveau progrès agricole. C'est-à-dire on va mettre des drones dans tous les champs, on va mettre de la robotisation agricole partout, on va continuer à pousser à l'agrandissement des fermes, à la mécanisation des tâches. Il reste plus de 3% de paysans, mais il faudrait diminuer à 0,5% sans doute pour être vraiment dans une société du progrès. Puisqu'en plus, le paysan a été construit historiquement comme l'opposant au progrès, c'est-à-dire celui qu'il fallait éliminer pour faire advenir le progrès. Il incarnait un ordre social réfractaire, trop lent. Alors ça, il y a plein de choses intéressantes, parce que les paysans, ils défendaient un progrès avec prudence, on pourrait dire. Bon. Donc, il y a ça. Et dans tous les domaines, on a ça. C'est-à-dire que vous avez un problème climatique, il y a de la géo-ingénierie, il y a un marché carbone, vous avez toute une série de solutions qui vont permettre à un certain nombre d'acteurs économiques de continuer leur trajectoire et de maintenir leur taux de profit. Vous avez un problème à l'école, c'est pas grave, on va numériser l'école. Vous avez un problème, quel que soit le domaine, ça marche. Hein. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, la relance du progrès technique, ça permet d'ouvrir des marchés, ça permet de créer du désir pour des dispositifs, des équipements techniques.
la décroissance, ça ne crée plus difficilement du profit. La décroissance, c'est la solution d'une forme de ralentissement. Donc ça veut dire quoi la décroissance? Ça veut dire qu'il faut faire diminuer nos flux de matière dans tous les domaines. Donc faire diminuer nos flux de matière dans tous les domaines, ça veut dire qu'il faut... évidemment, c'est en cela qu'on peut dire c'est peut-être pas très désirable, parce que notre rapport au monde, nos subjectivités consuméristes du XXe siècle reposent sur l'idée que nos capacités d'agir et notre bonheur individuel est lié à la possibilité d'accumulation et à la possibilité d'être inséré dans un ensemble de dispositifs techniques qui nous permettent de maîtriser le monde, de dépasser les limites naturelles qui existent naturellement dans un monde physique fermé, quoi. Et donc la décroissance, c'est l'idée qu'il peut y avoir un monde vivable, un monde rempli de bonheur et de joie, sans cet accroissement continu des flux de matière. Et donc c'est un renversement anthropologique, un renversement imaginaire majeur, mais qui repose sur des choses quand même très solides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accumulation supplémentaire de biens matériels et de flux de matière, je veux dire des flux de métaux, des flux d'énergie, des types de consommation dans tous les domaines. Cette accumulation et cet accroissement des flux de matière ne crée plus de bonheur supplémentaire. Et ça fait au moins déjà plusieurs décennies que c'est le cas. C'est-à-dire que Illich disait dans les années 70 qu'il y avait un seuil de contre-productivité au-delà duquel on n'avait pas d'avantages nouveaux, on n'avait pas de bonheur supplémentaire. Enfin, il suffit de voir aujourd'hui le taux de suicide, le taux de dépression, le taux de malheur généralisé dans nos sociétés pour bien se rendre compte que c'est pas parce qu'on va avoir la possibilité de renouveler le smartphone 2 fois par an ou d'une fois par an qu'on aura davantage de bonheur individuel. Donc c'est ça qu'il faut déjà commencer à accepter, c'est qu'il y a une décorrélation entre la possession matérielle et ce qu'on appelle le bonheur, la vie bonne, etc. Donc là, on va rentrer dans des considérations pseudo-philosophiques dans lesquelles je suis pas forcément très pertinent. Mais et donc c'est ça, en fait, je pense qu'il faut d'abord acter ça. C'est-à-dire que notre bonheur et notre émancipation ne passent plus aujourd'hui, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que notre émancipation est désormais entravée par la poursuite de cette conception étroite du progrès, arrimée à l'industrie lourde et à ces systèmes techniques. Donc la décroissance, c'est l'idée qu'il va falloir diminuer ces flux de matière en réorganisant nos modes de vie, et plus fondamentalement que nos modes de vie, parce qu'au préalable, c'est en réorganisant aussi, et ça sera des processus longs, nos imaginaires collectifs, nos conceptions de ce qui est désirable, de ce qui est vivable, de ce qui est... notre relation aux autres, notre relation aux vivants dans tous les domaines. C'est en cela qu'évidemment c'est vertigineux. C'est pas un petit historien comme ça ridicule comme moi qui va vous donner des solutions. Et j'ai pas de solution. J'essaye de comprendre ce qui nous arrive. Mais en tout cas, ça paraît évident. Il faut déjà faire le deuil d'une certaine conception étroite et historiquement située de ce qu'on a appelé le progrès, arrimé à cet outil industriel et technologique. Donc il faut réinventer d'autres futurs désirables. Ensuite, évidemment, ça passe par des politiques publiques. Ça passe à la fois par des réformes individuelles des modes de vie, mais c'est pas des petits gestes individuels ou c'est pas des réformes individuelles qui vont permettre d'accomplir ce processus. Tout ça doit s'inscrire aussi dans toute une série d'échelles. Des échelles communautaires locales, des échelles régionales, des échelles nationales, des échelles transnationales. Ça passe par des politiques publiques, des politiques de restriction, des politiques d'interdiction. Alors on va dire, vous êtes un affreux décroissant autoritaire et qui veut revenir à la pénurie. Mais toute société fonctionne sur la base d'interdits, d'interdictions. C'est le principe même de fonctionnement d'une société. Donc interdire à un milliardaire d'avoir un jet, ça me paraît pas être une remise en cause fondamentale de la liberté individuelle. C'est la base du fonctionnement de toutes les sociétés. Donc par exemple, que le gouvernement soit incapable de mettre en place une fiscalité environnementale véritablement offensive, notamment sur ceux qui polluent le plus, c'est une aberration. Donc il faudra passer par ce genre de politique publique, évidemment. Donc il va falloir décroître dans nos consommations. Tout cela parallèlement à une transformation anthropologique, une transformation de nos représentations, de nos imaginaires collectifs, arrimés à des politiques publiques. Comment faire en sorte que ces politiques publiques soient acceptables et soient acceptées? Ça passe par des politiques publiques massivement égalitaires et massivement redistributives. Parce que si vous voulez que les gens acceptent ça, il va falloir commencer en tapant sur ceux dont les pratiques de consommation sont les plus ostentatoires et les plus scandaleuses. Et donc, voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'après on pourrait rentrer dans plein de détails et d'aspects, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois l'horizon. Et donc l'horizon, c'est entre la poursuite de la relance modernisatrice, technosolutionniste, pour résoudre nos problèmes en fourguant de nouvelles marchandises,
en accroissant les flux énergétiques, les destructions matérielles, les crises écologiques et environnementales de tous les côtés, et en accroissant les inégalités à l'échelle globale, ou est-ce qu'on installe une société progressivement fondée sur une contraction des flux de matière, des contractions des consommations. Alors, il faudra avoir plus froid en hiver. Il y a un texte qui m'a beaucoup amusé dans le volume, dans le livre, sur la question du confort thermique. Au XVIIIe siècle, le confort thermique, quand on mesurait ça à l'époque des Lumières, c'était 12 degrés. L'hiver. 12 degrés. Mais le rapport au corps est une construction sociale. C'est-à-dire être bien à 21 degrés, c'est vraiment un truc récent. C'est lié au nucléaire en partie en France, parce que vous savez, on avait tellement d'énergie qu'on a installé des convecteurs électriques un peu partout et on les poussait parce qu'il fallait bien consommer l'électricité qu'on avait. Donc c'est mis en place cette idée qu'on va aller mettre 21 degrés. Dans les manuels domestiques au début du XXe siècle, le confort thermique, c'était 14-15 degrés. C'est-à-dire, dans un intérieur domestique, vous étiez bien à 14-15 degrés. Ça impliquait juste qu'il fallait mettre un pull au lieu d'être en t-shirt. Donc c'est un peu bête ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple typique. C'est-à-dire vivre l'hiver à 14-15 degrés. Quand on dit ça, évidemment, c'est le risque de se faire envoyer des tomates ou des trucs à la fin de la conférence. Mais bon, alors, on est à Toulouse, donc c'est moins difficile à Toulouse que quand on est à Dijon comme moi. Hein, mais non, mais c'est tout bête. Mais 14-15 degrés, disons que ça réduit considérablement les consommations énergétiques hivernales. Donc, et ça, on voit bien que c'est aussi une question de construction sociale, du chaud et du froid, de ce qu'on appelle le confort, dans quel type de contexte le confort, qu'est-ce qu'on appelle le confort. Bon. Et donc voilà. Et ça, c'est comme ça dans tous les domaines. Dans le domaine de l'automobile, il faudra plus qu'il y ait de voitures. Il y aura encore des voitures. Il faudra encore qu'il y ait des voitures parce qu'on a quand même besoin de transporter des marchandises. Le retour de la traction animale, ça va se faire progressivement. Hein. Et puis de toute façon, vu le nombre qu'on est et la quantité de marchandises qu'il va falloir transporter, même en réduisant nos flux de matière, il n'y aura pas assez d'animaux et pas assez de prés pour les nourrir à l'échelle du pays, de toute façon. Donc il y aura besoin de voitures. Mais les voitures, ça fait quand même des décennies qu'on sait qu'il faudrait que les voitures soient bridées, ne dépassent pas 500 kilos et fassent 1 litre au 100 maximum. Et ça, c'était possible dans les années 70. D'ailleurs, c'était déjà ce qui était expliqué et annoncé dans les années 70. Sauf que ce qui s'est passé, c'est quand même terrible. Dans les années 70, les constructeurs annonçaient qu'en l'an 2000, il n'y aurait plus de problème automobile parce que les voitures, grâce au progrès de la motorisation, on consommerait 1 litre au 100. En fait, il y a eu une stagnation des rendements parce que dans le même temps, les voitures pèsent 2 fois plus lourd, vont 2 fois plus vite, sont 2 fois plus puissantes. Donc c'est un exemple de quelque chose qui est présenté comme un progrès et c'est un régret considérable. C'est-à-dire qu'on a clairement manqué le coche dans les années 70, alors que tout le monde le savait déjà. Il y avait déjà des ingénieurs qui réfléchissaient à ce qu'était une voiture low-tech dans les années 70. Donc c'est une question d'usage. Qui pourra avoir une voiture? Qui pourra avoir un usage libre de la voiture? Qui pourra, et dans quel cadre il faudra restreindre l'usage? Ville, campagne, etc. C'est une question de nature de l'objet technique qu'on appelle automobile, parce qu'une automobile en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Vous pouvez avoir des espèces de tricycles à 50 km/h et des espèces de tanks de 2,5 tonnes. On appelle ça automobile, mais ce n'est pas les mêmes trajectoires techniques tout à fait, quoi. Donc voilà, quelques orientations. Hein. Ça ne fait pas rêver, je sais, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais vous laisser la parole, donc s'il y en a qui ont des questions, Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question par rapport au rapport de domination entre les pays ou les nations. Et est-ce qu'on peut, à travers un regard d'historien et des exemples empiriques, avoir une idée de la capacité en fait de rentrer pour un pays comme la France dans une économie de décroissance par exemple, sans se faire directement dominer, assaillir par d'autres puissances qui ne rentreraient pas qui utiliseraient en fait leur puissance technique et technologique à des fins de contrainte et de domination, comme on l'a vu sur la Chine par les Européens au 19e, etc. Alors, c'est très bien, vous posez d'emblée la question majeure. La question majeure qui était très peu posée en réalité jusqu'il y a quelque temps et qui se pose massivement depuis le retour de la guerre en Ukraine, qui crée une aporie considérable évidemment, puisque voilà, les annonces d'augmentation de budget militaire sont quand même tout à fait fascinants, incroyables. Quand vous voyez les taux de croissance annoncés des budgets militaires pour les prochaines décennies, c'est incroyable. Ce qu'on appelle la croissance est très largement lié aux investissements militaires tout au long du XXe siècle. Hein. Ça a porté... Ça a à la fois modelé nos choix techniques, nos infrastructures, nos choix d'investissement tout au long du XXe siècle. Et il est en train de se passer la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de relancer
une trajectoire. Dire pour entretenir un appareil militaire puissant, suffisamment puissant pour rivaliser, il faut entretenir un système industriel extrêmement important à tous les niveaux. Donc, un système minier, un système extractiviste, un système industriel, productif, extrêmement complexe. Donc, c'est en fait devenu... vous avez raison, et moi, j'ai pas de réponse à cette question, mais c'est une aporie fondamentale dans laquelle on est pris aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en général, quand on parlait de la décroissance, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Oh, mais vous êtes gentil, on va pas empêcher les Africains de se développer, et on va pas... » Moi, cette question, ça m'a toujours fait marrer. La question, c'est pas d'empêcher telle ou telle population qui pollue très peu ou qui n'a pas adopté nos modes et nos pratiques consuméristes de faire leur propre trajectoire. La question, elle se pose ici, pour nous, maintenant. C'est ça la question. C'est-à-dire que c'est pour, en Occident, en Europe occidentale, en France, à Toulouse et à Dijon, concrètement, comment on décroît, et c'est ça, on doit commencer par là. Donc ensuite, comment, évidemment, on l'articule à un contexte géopolitique qui fait que, d'un côté, vous avez les Russes, les Chinois, qui eux-mêmes, depuis 30 ans, sont devenus les principaux producteurs, les principaux pollueurs du monde, sont en train de mettre en place des appareils militaires considérables. Donc l'idée, c'est que non, si on se désarme, ou si on engage ce processus de décroissance, on n'aura pas les moyens de résister à une invasion. Donc une sorte de chantage ou de spectre, évidemment, à la géopolitique qui... mais d'une certaine manière, qui, dans le domaine militaire, rejoint le chantage international géopolitique de l'économie. C'est-à-dire, si vous n'adoptez pas telle trajectoire, les voisins l'adopteront et vous serez marginalisé dans la compétition économique. On trouve ça dès le début du 19e siècle, et ça a accompagné toute la trajectoire de l'industrialisation, et ça a empêché beaucoup de débats, ça a empêché beaucoup d'alternatives ou de développement d'autres systèmes qui n'ont pas été développés parce que au nom de cette concurrence. Donc la concurrence, elle est double. La concurrence et la compétition, elle est économique et elle est militaire et impériale. Et au nom de ces deux concurrences, on ne peut rien faire. Ou alors on serait censé ne rien faire. Le problème, c'est qu'on est aussi face à un mur écologique, à une crise sociale systémique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas ministre, mais moi, je pense qu'il faut engager des formes, ça n'empêche pas. C'est-à-dire qu'évidemment, là, vu la conjoncture, vu le contexte, on va être obligé d'avoir un outil militaire. Je ne pense pas qu'on va complètement pouvoir abandonner tout outil militaire dans un contexte où il y a des Russes, où il y a un président russe complètement cinglé, pas très loin. Donc il va falloir construire un outil militaire, sans doute intégré en partie européen, ce qui n'est pas forcément totalement contradictoire avec des décroissances de flux de matière dans la plupart des autres domaines, quoi. Donc comment articuler ça ? Évidemment, c'est un défi. Je pense, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est ça auquel il faut. C'est de ça dont on devrait parler au Parlement. C'est de ça dont devraient parler les hommes politiques. Et c'est des vraies questions. Voilà. Moi, j'ai pas de réponse. Mais c'est vrai que depuis un an, c'est devenu la question majeure. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le thème de... Parce que je continue à faire ces petites chroniques dans le journal. Et la semaine dernière, j'ai fait ma chronique pour le prochain numéro et c'était précisément là-dessus. C'est-à-dire, j'ai pas de réponse à apporter, mais j'ai essayé de comprendre comment la conjoncture internationale et géopolitique amène évidemment à poser cette question différemment. Après, ce qu'il faut bien voir aussi, que la décroissance, ça relève d'une forme d'utopie. Pour moi, c'est un terme... Ouais, dans le bouquin, au début, je provoque un peu en disant que je ferai un lien entre la décroissance et le mot communisme. Alors ça provoque. Mais en fait, le mot décroissance, au début du XXIe siècle, vers l'an 2000-2010, avait la même fonction que le mot communisme en 1830-1840, quand il commence à être employé. Qu'est-ce que c'est le mot communisme ? Il n'a pas du tout... Avant Marx, le mot communisme, c'est la mise en commun, c'est l'abolition de la propriété privée au profit d'une propriété collective. Le mot communisme est une provocation quand il commence à être utilisé par les premiers socialistes des années 30. C'est une provocation dans un contexte où triomphe la propriété privée dans le contexte post-révolutionnaire. C'est-à-dire après la Révolution française et le Code civil napoléonien, la propriété privée devient absolue, fondamentale, le cœur du fonctionnement de la société, avec une forme de sacralité. Au même titre que dans la deuxième moitié du XXe siècle, la croissance est devenue le cœur de nos imaginaires collectifs et le cœur des politiques publiques, qui définissait ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc le mot communisme a d'abord été utilisé comme une remise en cause fondamentale de cette croyance dominante du début du XIXe siècle qui va faire de la propriété privée un concept absolu qui est le cœur du fonctionnement de la société. Or, vers l'an 2000, la fonction, la propriété privée absolue reste fondamentale, mais c'est la croissance qui joue ce rôle de ciment de la société. Et c'est en cela que le mot décroissance a la même fonction.
Alors après, évidemment, le mot communisme s'est déplié dans une pluralité de significations, de formes d'organisation politique, de stratégies pour faire advenir cette société de la possession commune. De même que ce qu'on appelle la décroissance prendra des formes très diverses. Mais aujourd'hui, on en est au stade du mot obus, on est au stade de la déconstruction des croyances héritées qui nous enferment, et au moment, et c'est en cela qu'on est dans un moment en même temps passionnant, où va se réinventer d'autres manières d'articuler tous ces sujets, d'autres idéologies politiques, d'autres agencements conceptuels pour résoudre les défis dans lesquels on est plongé, et ils se feront nécessairement autour de la question écologique et environnementale. Et comme aujourd'hui tout le monde est écologiste, hein, il y a une écologie de droite néolibérale, une écologie tout se fait au nom de l'écologie aujourd'hui. Total, hein, elle se présente comme la plus grande entreprise écologiste du monde. Macron est le président de la France écologique. Tout le monde est écologiste. La question, c'est plus de savoir si vous êtes écologiste ou pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce que vous mettez là-dedans. Et donc, il y a une écologie radicale, décroissante, je pense, qui s'oppose fondamentalement à une écologie technocratique et néolibérale, qui va utiliser l'écologie pour continuer à maintenir le taux de profit et les trajectoires antérieures, libérales, pour le dire rapidement, un peu bourrin, et technosolutionnistes. Et donc c'est en cela que pour moi le mot décroissant a une vraie utilité politique à l'intérieur de ce qu'on appelle la nébuleuse écologique, parce que ce qui est un peu déprimant, c'est qu'aujourd'hui on est quand même dans l'âge du greenwashing généralisé. Tout le monde fait tout au nom de l'écologie. Donc on en arrive à une sorte de brouillage généralisé, puisque si tout le monde est écologie, puis il n'y a plus d'écologie, c'est devenu une sorte de nouveau mantra de langage commun de l'époque, et ça implique évidemment de réquestionner à l'intérieur de ce paradigme écologiste nouveau qu'est-ce qu'on appelle écologie, quel type de trajectoire on envisage. Et en cela, j'ai tourné ça dans ma tête depuis quelques temps, et je trouve que la notion de décroissance a une vertu par son efficacité, par son caractère un peu provocateur, par le fait qu'elle existe désormais dans l'espace public, donc autant utiliser ce qui existe, par le fait qu'il y a plein de gens qui s'y reconnaissent. Voilà, donc après c'est des mots, hein, on ne va pas s'engueuler pour des mots, on peut toujours trouver d'autres mots, et je suis pas non plus, moi je suis pas un idéologue. C'est moi qui... Non. Je suis pas un idéologue ou un propagandiste de la décroissance, hein, c'est pas le sujet. C'est juste que dans la situation actuelle, ça me paraît faire la fine bouche de réfléchir, de refuser de réfléchir à ça, quoi. Merci, bonjour. J'ai une question sur l'exemple de la température m'a fait tilter. Quand vous dites c'est une histoire de construction sociale, etc. Et en fait, j'ai l'impression que cette année, encore une fois, c'est l'actualité brûlante pour rebondir là-dessus. C'est ce qu'on nous a dit tous les jours à la radio. Et quand on va sur notre compte Engie ou de fournisseurs d'électricité, on nous dit vous pouvez baisser d'1 degré. Donc en fait, la décroissance, en un sens, elle est déjà là, elle est déjà en travail dans les institutions. Et moi, je me demande, du coup, est-ce que vous n'avez pas peur que, en fait, d'être l'avant-garde de la version néolibérale, en fait, de la décroissance et du progrès. Et ça me fait rebondir sur un aspect plus profond de cette question du progrès, qui est que, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, l'image du progrès, peut-être que c'est aussi dû au paradigme cybernétique et de cette boucle de rétroaction qui reprend toutes les critiques et qui les réinsère pour maintenir sa domination. Peut-être que c'est dû à ce XXe siècle un peu bizarre où le communisme a généré l'État-providence dans les États qui voulaient contenir la poussée communiste, etc. Et qui du coup réintègre toutes les critiques à mesure qu'elles sont faites. Et moi, je veux pas me servir de ça pour dire il y a rien à faire et dès qu'on dit une critique, elle est déjà récupérée, donc en fait, il vaudrait mieux faire tout en secret, etc. C'est pas tant ça mon point que, en fait, vous relancez sur vos travaux et demandez est-ce que vous avez des exemples de moments au XXe siècle où, du coup, on arrête le progrès, mais pas simplement dans un domaine très particulier dans lequel il y a des gens qui s'opposent ou qui cassent des machines. J'ai lu vos travaux et en effet on trouve plein d'exemples, mais un exemple plus, je sais pas comment dire, plus massif, plus où l'arrêt du progrès dans un secteur ou dans un pays n'est pas d'emblée dépassé, écrasé par la concurrence internationale, le géopolitique, etc. Et qui du coup pourrait inspirer par le passé et pas par l'utopie décroissante
le fait d'arrêter le progrès et de ne pas se faire recapturer immédiatement. Ah, merci. Elle me déprime, votre question, mais elle est pertinente. Moi, j'ai cherché. Hein. Non, mais bien joué. Non, mais bien sûr. Justement, c'est en cela que, depuis un an, c'est quand même fascinant. Depuis un an, le mot sobriété s'est installé. Et donc, au nom de la sobriété, il faut mettre à 19 degrés, effectivement. Il y a même des ministres qui ont dit qu'il fallait mettre un pull l'hiver. Donc mon exemple, quand j'ai dit ça il y a 4-5 ans, c'était encore subversif. Et maintenant, c'est la position de Bruno Le Maire. Donc, je me retrouve un peu emmerdé, quoi, effectivement. Alors, donc... Malgré tout, indépendamment du fait qu'on voit bien que tout ça c'est du cosmétique qui était lié davantage à la conjoncture des risques d'approvisionnement énergétique en gaz durant l'hiver qu'un changement massif de nos subjectivités, de nos modes de vie, de notre rapport au monde, quoi. Donc déjà c'est quand même assez différent. Par ailleurs, tout ça se fait au nom de la sobriété et pas de la décroissance, justement. C'est-à-dire que là, c'est des politiques de sobriété plus ou moins superficielles qu'on voit dans tous les domaines. Et là, en l'occurrence, évidemment, c'est plus facile. C'est-à-dire que parce que c'est absurde. C'est absurde de vivre en t-shirt chez soi l'hiver à 22 degrés. C'est absurde d'un point de vue énergétique. Donc le plus rapide pour gagner un peu et économiser un peu de gaz pour dans un contexte de pénurie d'approvisionnement, vous diminuez de quelques degrés et ça réduit la consommation. Donc, mais par ailleurs, vous avez raison, mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, on est dans un moment complètement complexe, embrouillé, ambigu, où il y a des luttes d'appropriation. Toute l'histoire, vous l'avez bien dit, du capitalisme, c'est ce que disait Boltanski, c'est-à-dire la force du capitalisme d'être capable de se réapproprier ses critiques et d'en faire le cœur de sa relance. C'est ce qui s'est passé dans les années 80-90. Les années 70 ont été un moment, sans doute, d'une radicalité de remise en cause du capitalisme, qui a rarement été aussi poussée, et qui a été très largement régurgité dans les années 80-90 pour relancer un nouveau capitalisme articulé à d'autres imaginaires, qui a modifié son moteur. Et donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au nom de l'écologie, le capitalisme va devenir écologique. Et il va essayer de se maintenir, de persister, voire de se relancer dans sa dynamique d'accumulation au nom de l'écologie, en fourguant des tas de dispositifs technosolutionnistes pour tout faire dans tous les domaines. Et c'est en cela que, à mon avis, la décroissance n'est pas réappropriable, et c'est en cela que le débat, en fait, il doit porter sur la question du capitalisme et de la critique du capitalisme au profit d'une société non capitaliste. Alors, qu'est-ce que c'est une société non capitaliste ? Quel nom on veut lui donner ? Communiste, décroissant, et une société de l'écologie radicale. Bon, il y a plein, dans le marché des idées contemporains, il y a une pluralité de propositions très diverses. Il y a autant de points de vue que de décroissants. Ils s'engueulent beaucoup entre eux, par ailleurs. Vous mettez 5 décroissants dans une salle, et ils sortent dans un sale état, parce qu'ils sont eux-mêmes pas d'accord, parce que la décroissance, c'est pas un programme politique, c'est pas une liste de solutions applicables clé en main pour résoudre les problèmes. Il y a pas, s'il y en a un qui vient vous dire, moi j'ai les solutions clé en main, c'est qu'il faut faire ça, ça, ça. Évidemment, c'est une arnaque. Si vous pouvez reconnaître quelqu'un qui veut vous embobiner, s'il vous propose des solutions trop immédiates, trop faciles, quoi. Bon, donc je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais je pense que, en l'occurrence, dans cette conjoncture-là, le mot décroissance ne peut pas être réappropriable par le capitalisme parce qu'il se heurte de front à cette logique d'accumulation. Et en cela, et donc l'écologie technocratique de Macron, elle est pas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils peuvent très bien se réapproprier le mot de sobriété, et ils peuvent pas se réapproprier le mot décroissance, parce que là, ça impliquerait nécessairement une rupture profonde avec le système économique dominant qui repose sur la création de nouveaux marchés, la création de nouveaux produits et la vente de ces produits pour accumuler du profit. C'est cette dynamique-là. Donc c'est bien. Donc derrière, certains parfois disent que la décroissance, c'est une sorte de manière de détourner le problème essentiel qui serait la critique du capitalisme. Mais non. La décroissance, c'est une manière de poser cette question du capitalisme et de le critiquer en mettant au cœur de la réflexion les flux de matière, les processus matériels dans ce qu'ils ont de plus physique, de plus matériel, quoi, parce que c'est bien ça la question écologique, c'est une question de flux de matière. Qu'est-ce qui circule, quelle quantité de métaux, de végétaux, d'animaux fait fonctionner le système économique dominant. Bon. Première non-réponse à votre excellente question. Deuxième élément, alors, s'il y avait un gros truc majeur, si on avait arrêté le progrès massivement, vous le sauriez. Vous avez l'air renseigné, je pense qu'on vous l'aurait. Enfin,
Vous auriez été. Moi, alors bon, indépendamment de ça, alors qu'est-ce que je voulais dire par on arrête parfois le progrès? Déjà, il y a un truc que je voulais dire, c'est en fait l'histoire est un champ de ruines, de choses qui étaient présentées comme l'avant-garde et la pointe avancée du progrès, qui ont été abandonnées. Donc là, je vais parler des petites choses anecdotiques dont vous vouliez pas que je parle justement, mais j'en parle quand même. Mais c'est ça c'est un point important à souligner. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que ce qui est là devait nécessairement être là. Mais en fait, non. Dans le passé, il y a une multitude de bifurcations possibles. Et on ne voit que ce qui, au final, s'est installé, s'est imposé, et qui, après coup, apparaît comme étant la chose qui devait s'installer. Déjà, il y a dans l'histoire, notamment dans l'histoire des techniques, l'histoire des techniques, c'est un champ de ruines, un champ de promesses, de choses qui étaient présentées comme magnifiques, comme annonçant, comme étant le symbole du progrès, et qui ont été abandonnées. On peut prendre différents exemples, le DDT dans l'agriculture qui a été interdit, le Concorde dans les années 70 qui était présenté comme l'avant-garde du progrès qui a été abandonné. Vous avez plein de machines fantastiques qui ont été inventées et présentées comme annonçant le progrès, qui ont été des échecs permanents. Il y a beaucoup plus d'échecs. Donc, et ça, c'est un point important. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter de culpabiliser si on n'est pas d'accord avec tel ou tel gadget ou proposition technique vendue par le système économique dominant. Il n'y a pas à culpabiliser ou à se dire « Ah non, si je suis contre ça, c'est-à-dire que je suis un amiche ou je veux revenir au Moyen-Âge. » Parce que ça fonctionne sur une sorte de sentiment de culpabilité. Vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire, vous n'êtes pas dans ce mouvement inéluctable, donc vous êtes louche. Par exemple, on ne va pas prendre des exemples aussi triviaux, mais le smartphone. Si vous dites que... Ça me fait marrer parce que le week-end dernier, j'ai signé une tribune avec quelques camarades pour une désmartisation de la société, publiée dans l'Humanité. Alors, non, c'est pas possible. Mais c'était bon, c'était une petite provoque. Mais bien sûr, moi je pense que c'est possible et c'est même inéluctable et nécessaire. Mais c'était un texte qui s'appelait « Pour une désmartisation de la société », signé par 10 intellos hors sol qui racontent n'importe quoi. Mais l'analyse était très juste, à mon avis. Mais évidemment, c'est absurde, c'est pas possible. Vous dites ça. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, quand on parlait... le smartphone arrive en 2007. Quand on parlait du smartphone en 2015, dans une rencontre comme ça, quand on disait ça c'est vraiment une saloperie, il faudra éviter de l'utiliser. Il y avait toujours, je me souviens, j'avais eu la discussion, il y avait quelqu'un qui m'a dit mais n'importe quoi, on est libre de les utiliser ou pas. Si vous en voulez pas, n'en prenez pas, mais arrêtez de dégoûter les autres. Bon. Mais bien sûr que non, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu une interface sociale qui est aussi fondamentale que l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture. C'est devenu le nouveau droit de l'homme, le nouveau droit fondamental de l'humanité, c'est pouvoir accéder à un réseau 5G et à un smartphone. Et si on nous prive de ça, on trouvera ça scandaleux. Mais c'est vrai que c'est un objet technique quand même qui est extrêmement problématique, qui s'est installé dans une durée incroyable. On en a en 10 ans. Le truc, non, si vous faites ça, on peut pas s'en passer, c'est comme ça. Mais ça n'existait pas il y a 15 ans, quoi. Ouais, c'est quand même incroyable. Donc, je pense qu'on peut se déculpabiliser si on trouve cet objet absurde et qu'on veut s'en passer. On a le droit de s'en passer. On devrait avoir le droit de s'en passer. Les pouvoirs publics ne devraient pas l'imposer dans toute une série de politiques publiques. C'est un petit exemple ridicule, j'en ai bien conscience. Mais c'est un objet qui est très récent, dont l'usage, pendant longtemps, on s'est demandé à quoi ça servait. Et il est en train de devenir l'interface de toutes nos vies et de toutes nos relations sociales, de toutes nos relations avec l'État, de toutes nos relations avec tout, quoi. Donc là, pour moi, il y a un vrai problème. Le coût écologique du machin est quand même... terrible, tout le monde le sait, et donc il est au cœur de nos contradictions actuelles. Donc on a le droit de se passer du smartphone. Donc là je suis tombé dans un micro-exemple, vous vouliez justement pas que je dise ça, mais je l'ai dit quand même. Alors après, je pense que, pour être plus sérieux sur votre question, en réalité, je pense qu'il y a plein de sociétés, il y a plein d'acteurs qui ont refusé le progrès ou qui ont choisi de vivre sans, sauf qu'on les voit pas parce qu'ils l'ouvrent pas, ils ont pas de porte-parole. Ils étaient aussi, je veux dire, toute l'histoire de la paysannerie française au XXe siècle, c'est ça. Hein, c'est l'histoire de gens qui ont vécu en étant à l'écart de ces imaginaires, de cette euphorie de l'accélération, sauf qu'ils la ramenaient pas, ils la théorisaient pas. Ils ont peu à peu disparu et été éliminés sans même qu'on s'en rende compte. De toute façon, on les voyait pas parce qu'ils apparaissaient comme à contre-courant du sens de l'histoire. Et on pourrait sans doute dire ça de plein de sociétés. Moi, je suis pas anthropologue, il y a Anastasia Martin devant moi, donc je vais pas raconter n'importe quoi, mais je veux dire, je pense qu'on peut trouver plein de peuples, de sociétés dans le monde qui sont passés à côté de ça, de ces politiques de développement, de ces imaginaires du progrès, et qui ont cherché d'autres voies, d'autres bifurcations, qui ont essayé de négocier toutes ces choses. Et l'exemple des Amish est intéressant à cet égard, hein, pour prendre le président au pied de la lettre.
Les Amish, c'est une minorité protestante persécutée qui a fui l'Europe pour aller aux États-Unis. Ils étaient très pauvres, des petites minorités très limitées. Aujourd'hui, ils ont plutôt prospéré. Mais ce qui est intéressant dans les Amish, puisqu'on va, vous voulez qu'on parle des Amish, Macron, non mais disons un mot sur les Amish, parce que Macron opposait le modèle de la Startup Nation au modèle Amish. Qu'est-ce que c'est concrètement ce qu'on appelle un modèle Amish? Les Amish, c'est une communauté effectivement religieuse. C'est pas du tout un modèle de vie. Les rapports de genre sont totalement scandaleux. Ils s'en remettent à un certain nombre de principes théocratiques et théologiques. Mais fondamentalement, ils ont choisi de faire dépendre leur mode de vie et leurs infrastructures techniques de choix collectifs. Alors, en l'occurrence, eux, c'est des choix religieux. Mais on pourrait très bien imaginer d'autres choix qui ne reposeraient pas sur des considérations religieuses, mais qui reposeraient par exemple sur la nécessité de maintenir un monde vivant, de ne pas détruire un monde qui soit équilibré sur le plan écologique. C'est-à-dire que c'est ça. Et en fait, en ce sens, on a bien plus besoin du modèle Amish, qui est un modèle qui consiste à faire dépendre nos choix techniques et nos choix matériels d'imaginaire collectif, de rapports sociaux collectifs, que du modèle de la Startup Nation. C'est quoi la Startup Nation ? Mais bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que les Amish, si on les prend comme métaphore, c'est juste un groupe. Alors eux, ils l'ont fait, ils ont pu le faire parce qu'ils étaient ancrés dans des croyances religieuses qui leur ont donné sans doute la force. Et ils ont négocié le progrès. C'est-à-dire qu'ils ont refusé un certain nombre d'objets et ils en ont accepté d'autres. Ils ont par exemple des ordinateurs, ils ont des cellules photovoltaïques pour faire fonctionner un petit peu d'électricité, ils ont gardé la traction animale, ils ont fait du business, ils ont des entreprises agricoles qui prospèrent avec des magasins de producteurs un peu partout. Mais ce que je veux dire, c'est que le modèle Amish, c'est pas juste une société théocratique réactionnaire. C'est aussi l'idée qu'on peut faire dépendre nos choix de vie de principes transcendants, de principes qui dépassent. Le modèle de la Startup Nation, c'est juste que nos choix techniques dépendent du marché. Bonjour. Moi, j'avais une autre question. Il m'a semblé qu'au début du siècle, à un moment dans les discours, le terme de progrès était remplacé par celui d'innovation. Enfin, ça, moi, c'est mon impression. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu? Et si oui, quel sens vous donnez du passage du terme innovation au terme progrès? Oui, c'est très juste. Parce que le terme innovation est aussi un mot qui a un sens très intéressant. Alors, c'est plus tardif que le début du XXe siècle. Et je pense que l'innovation ne s'est pas substituée au progrès. Il en est devenu un des éléments associés, de même un peu la croissance. La croissance, c'était dans les années 40-50. L'innovation, c'est surtout les années 80-90 où le terme a commencé à proliférer et à devenir le nouveau mot magique. Ce qui se passe, c'est quand les termes commencent à être démonétisés ou le caractère un peu... disons, Fourier, le philosophe Fourier, dans les années 1830, parlait du progrès, de l'idée de progrès comme une charlatanerie, comme du jargon qui est une charlatanerie. Et c'est très juste, et il avait vu ça dès le début de l'installation du mot. Et quand le terme apparaît trop manifestement comme une charlatanerie, on lui associe des termes qui doivent permettre de le remonétiser ou de lui redonner une charge positive. Et ça a été le rôle de la notion de l'innovation. Alors, l'innovation, c'est un terme qui était très peu employé à l'époque moderne et essentiellement de façon péjorative. L'innovation, c'était introduire quelque chose de nouveau qui risquait de perturber l'organisation de la société, le fonctionnement de la communauté, notamment dans le domaine juridique. Donc c'était un terme qui était connoté plutôt négativement. Au XIXe siècle, on ne trouve pas le mot innovation. C'est pas du tout un terme qui est utilisé pour décrire le progrès technique. On parle d'invention. Le grand mot du XIXe siècle, c'est l'invention. Le mot innovation, en fait, il commence à pulluler dans le contexte post-68-70, où se réinvente un nouveau langage pour créer du désir, corrélé à ce nouveau système technique informatique. Les deux sont un peu contemporains. Et le mot innovation commence à proliférer vraiment dans les années 80-90. Donc l'innovation, on l'a mis à toutes les sauces. Donc ça devient l'alpha et l'oméga de l'enseignement de l'économie dans les écoles de commerce. Ça devient le terme clé de la publicité, au même titre que auparavant c'était celui de progrès, qu'on mettait à toutes les sauces dans les années 50-60, désormais tout doit être innovant, etc. Donc je dirais qu'il y a et il a cette fonction aujourd'hui, ce mot d'innovation. Mais donc c'est un terme associé qui évidemment essaye de relancer en fait la confiance modernisatrice, dans un contexte où les vieux termes, parce que le langage ne cesse de se déplacer. Par exemple, on parlait de machinisme au 19e siècle. C'est un peu daté, quoi. Donc on parle plus de machinisme. Aujourd'hui, on parle d'innovation. Alors l'innovation, sachant qu'elle prend, évidemment, en plus, elle permet de ne pas être associée uniquement à l'industrie, aux grosses machines. L'innovation, c'est
ça renvoie à des choses beaucoup plus diverses, quoi. Ça prend des formes beaucoup plus diverses. Donc je crois que c'est un nouveau mot-clé, un nouveau mot idéologique de l'époque qui vise à réactiver l'imaginaire du progrès. Derrière tout ça, il y a toujours cet imaginaire du progrès. Mais il a un ensemble de termes associés, de mots-clés associés qui changent dans l'histoire, qui l'accompagnent sans cesse. Je dirais ça comme ça, mais bon. Et Macron, c'est l'incarnation de l'innovation. Parce que excusez-moi d'y revenir toujours, mais... la Startup Nation, c'est ça. L'innovation qui innove de façon innovante, c'est des espèces de mantras, machin. Hein. Vous avez commencé votre conférence avec les Luddites qui détruisaient les machines. À l'époque, quand les patrons anglais ont mis en place les machines, c'était pour augmenter la production et supprimer des emplois. Et donc, les négociations se sont mal passées quand même, puisque quand même, quand les ouvriers détruisaient les machines, il y avait des peines de mort. Hein. Ils étaient pendus, la répression était terrible. Vous venez de parler d'innovation. Quand la machine à vapeur a été inventée, c'était une invention. Quand par contre, elle a été mise dans les mines, c'était le progrès technique. Donc, moi, je me posais la question de savoir si nos hommes politiques modernes ne confondaient pas quelque part le progrès technique avec la rentabilité. Puisqu'en fait, quand on applique cette notion au niveau de l'économie, on s'aperçoit que dans le système productif, quand on parle de progrès technique, c'est fortement lié à l'augmentation de la production. Et dans le système capitaliste, bien sûr, il faut que la production soit rentable. Donc, la seconde chose aussi que je vois, c'est que au niveau de la décroissance, au niveau des théories économiques qui circulent, il me semble que rien n'empêche qu'un système productif soit décroissant et qu'il ne soit pas rentable. Je ne vois pas d'antinomie. Je ne vois pas pourquoi les systèmes ne fonctionneraient pas ensemble. On peut avoir une décroissance sur certains secteurs, une croissance sur d'autres, parce que de toute façon, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on peut parler de décroissance pour tous les produits qui peuvent amener des bienfaits au niveau de l'écologie. Sinon, l'exemple le plus simple, bien sûr, celui-là qu'on donne, c'est au niveau, par exemple, des éoliennes. On va pas dire il faut décroître au niveau de la production des éoliennes, puisque c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui au niveau de l'écologie, qui peut être bénéfique. Donc la décroissance ne peut pas être totale non plus sur tous les produits, mais dans un système décroissant, rien n'empêche que les entreprises soient rentables et qu'en fait, le système productif continue à produire des richesses. Donc le bout du bout, moi je me demande au final si la bonne question, c'est pas justement les richesses, la façon dont les richesses sont créées et comment les répartir. Ah ben, c'est exactement la bonne question. Alors, vos questions sont très importantes et j'ai essayé pas de répondre, mais de donner 2-3 éléments sur les 3 points que vous avez évoqués. Le ludisme, vous avez tout à fait raison. Le Parlement britannique a pris une loi, Byron a fait un grand discours qui condamnait à la peine de mort les destructions de métiers en 1812. Il y a eu des ouvriers qui ont été envoyés en Australie, etc. Donc, ce qu'on appelle le ludisme, c'est un mouvement très particulier, dans un contexte très particulier, de contexte de tension politique. Le gouvernement a cru que le pays était au bord de la révolution, a pris une série de mesures très répressives dans le contexte post-révolutionnaire. Ce que j'aimerais souligner parallèlement, c'est que ça s'est pas toujours passé comme ça. Juste un exemple, en 1819, à Vienne, dans l'Isère, vous avez un industriel qui introduit une grosse machine, je ne rentre pas dans les détails. La machine arrive avec une escorte de gendarmerie parce qu'il y avait eu des lettres de menaces, des rassemblements d'ouvriers qui avaient dit « si vous introduisez cette machine, on va mettre le bazar ». Et donc le fabricant avait prévenu les autorités qui accompagnaient la machine avec une escorte de gendarmerie. Il y avait 4 gendarmes, ça suffisait pas. Ils ont assailli l'escorte, ils ont détruit la machine à tondre les draps, ils l'ont balancé dans la rivière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un procès après et les ouvriers ont été acquittés. Les ouvriers ont été acquittés parce que on n'était pas dans le même contexte, parce que le tribunal a considéré qu'ils n'avaient pas tort. C'était quoi ? On était dans une période plutôt de crise. Il y avait un manque de travail dans cette place lainière, et les ouvriers n'avaient pas tort de dénoncer ce fabricant qui rompait l'espèce d'équilibre qui existait au nom, qui voulait devenir plus gros que les autres en introduisant une machine plus productive. Donc il y a eu négociation aussi. Est-ce que j'ai essayé de le montrer dans ma thèse, c'est ce que j'appelle la négociation, c'est-à-dire que l'installation de cette
première phase du progrès technique est liée à une multitude de micro-négociations au quotidien dans plein d'espaces sociaux qui ont amené aussi à l'invention de ce imaginaire du progrès avec ses gros sabots pour cadrer justement pour empêcher ce type de micro-négociations et de débats en installant une conception un peu linéaire et inéluctable du processus. Bon, mais on pourra en discuter des heures, mais c'est intéressant. Le deuxième point, le progrès, rentabilité, oui, mais je ne sais plus trop quel était le deuxième point. Mais oui, vous avez bien sûr raison. Le problème, c'est la question de la production, la question de la richesse, la question du moteur du système capitaliste qui crée en permanence de nouveaux besoins pour créer de nouveaux marchés et permettre le maintien des taux de profit et donc du taux de croissance d'où doit découler tout le reste. Donc c'est le cœur du problème. La décroissance, c'est une manière parmi d'autres de discuter, d'interroger cette question qui est interrogée depuis 2 siècles et qui me paraît adaptée aux enjeux actuels, aux enjeux du présent, à l'âge écologique. Donc après, évidemment, la décroissance, c'est un terme... Serge Latouche disait c'est un mot obus, c'est un terme provocateur qui visait il y a 20 ans, avant tout, à ouvrir une brèche dans les croyances collectives non questionnées pour introduire une possibilité de discussion. Après, évidemment, il y a sans doute des choses qui vont devoir croître. Mais par exemple, le problème avec les éoliennes, il va falloir une décroissance énergétique assez massive. Le problème, c'est qu'on continue de fonctionner sur la base de ce qu'on pourrait appeler le mythe de la substitution. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on appelle le progrès, c'est c'est notre capacité à utiliser des énergies fossiles bon marché qui ont été stockées dans les temps géologiques, dans le sous-sol, et qui étaient assez peu coûteuses, faciles à extraire plus ou moins, de plus en plus difficiles, qu'on extrayait et qui ont permis un système capitaliste qui a fonctionné de façon assez efficace en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest en tout cas, pendant 150 ans, parce qu'il reposait sur un système énergétique bon marché, qu'on arrivait à approvisionner, etc. Même si jamais de façon totalement satisfaisante. Le charbon, ça coûte cher, le pétrole, il n'y en a pas en Europe, donc il faut maîtriser des pays lointains pour l'action. Le problème, c'est que on fonctionne sur le mythe de la substitution. Donc on dit, il va falloir décarboner l'économie où il n'y a plus assez de pétrole et de charbon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le pétrole et le charbon par d'autres sources d'énergie, donc il va falloir augmenter le nombre d'éoliennes. Mais en fait, voilà, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire que si vous voulez remplacer le charbon et le pétrole par de l'éolien et du photovoltaïque, ça va être très chaud. En termes il va en falloir de l'éolienne et du photovoltaïque, et ça va poser plein de problèmes de tous les côtés. Alors là, le risque, c'est vous êtes contre les éoliennes, vous êtes vraiment un obscur, machin. Mais non, c'est parce qu'il faut d'abord poser le problème de la décroissance. Et après, on aura besoin, évidemment, d'équipements techniques pour répondre à nos besoins énergétiques. De l'hydraulique, de l'éolien, de la biomasse, du travail des êtres vivants via des manivelles ou des machines. Si, moi, la manivelle est un outil technique fondamental et tout à fait moderne. Donc le progrès par la manivelle contre le progrès par la machine à vapeur, si vous voulez. Mais non, je provoque un peu, mais il y a un peu de ça quand même. Ce que je veux dire, c'est que les éoliennes ne vont pas remplacer les énergies fossiles. Un monde avec des éoliennes, c'est pas le même monde. Il doit d'abord y avoir une décroissance, parce qu'on n'arrivera pas à produire la quantité d'énergie qu'on produit aujourd'hui par le pétrole, le charbon et toutes les énergies fossiles via des éoliennes. Ce qui n'empêche pas qu'on a besoin de sources d'énergie pour faire plein de choses. Donc on va avoir besoin d'éoliennes, de photovoltaïques et de toutes les autres sources d'énergie. Mais ces systèmes techniques doivent être installés parallèlement à une décroissance de nos consommations. Parce que si on veut substituer des énergies renouvelables aux énergies fossiles, on a un problème historique, c'est qu'en fait, ça n'a jamais fonctionné comme ça dans l'histoire. Il n'y a jamais eu de substitution. Le cœur de notre problème, c'est qu'on est dans l'addition énergétique. On n'a jamais cramé autant de charbon et de pétrole qu'aujourd'hui, on n'a jamais utilisé autant l'énergie hydraulique, jamais utilisé l'énergie de la biomasse, jamais autant utilisé les énergies renouvelables. Et les machins s'additionnent pour répondre à chaque fois à de nouveaux besoins, de nouveaux usages, et donc c'est ça le cœur du problème. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut d'abord décroître, et après on verra quel mix énergétique on met en fonction des régions, en fonction des ressources disponibles, qui sont pas du tout les mêmes, en fonction des territoires, etc. Et c'est ça donc le problème. C'est pour ça que la décroissance reste malgré tout premier. Hein. Et le problème dans le débat public, c'est qu'on met la technique en premier. Donc on dit vous avez un problème, on va vous mettre une nouvelle innovation, on va vous mettre des éoliennes géantes en mer du Nord, ça va régler le problème. Non. Évidemment qu'on a besoin de technique. On a un rapport au monde toujours technique. C'est-à-dire on entretient une relation au monde toujours médiatisée par des artefacts, des objets, des dispositifs plus ou moins complexes. Et donc, mais ces systèmes techniques dépendent de modèles économiques et de choix de vie de société. Donc une société décroissante avec des flux de matière beaucoup plus limités et des subjectivités et des modes de vie très différents aura quand même besoin d'énergie, mais beaucoup moins.
Et là, on pourra élaborer éventuellement un mixte adapté, avec sans doute, on cramera encore un peu de fossiles pour certains usages, c'est inéluctable. Enfin, je veux dire, pour faire un certain nombre de trucs, on aura encore besoin de ce liquide miraculeux qui a un rendement énergétique extrêmement important. Mais on pourra diversifier. Mais le premier, c'est il faut d'abord diminuer. Et après, on réfléchira à quel type de technique on utilise, en fonction des choix politiques qu'on fera collectivement. Voilà. Bon, je n'ai pas tout à fait répondu, mais c'est difficile de répondre à cette question. Voilà, merci. Mais... Il s'agissait d'une rencontre enregistrée dans le cadre de l'édition 2023 du festival L'Histoire à venir, Il était une fois le progrès. Festival d'histoire et de sciences humaines et sociales co-conçu par l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.